Pierre Davier pour un Snow Surf Podcast et la façon traditionnelle dont ça part, c'est que tu vas me raconter où est-ce qu'on est là. Alors là, c'est quand même assez particulier. On est en lendemain de soirée, après la projection privée de Chaka, qui a eu lieu au Silencio, le 30 octobre 2018. Ouais, alors pour les auditeurs, on passera ça dans un petit moment, mais bon, ça nous replace dans le contexte. Et là, donc, lendemain de soirée, on a Perly, qui est le photographe officiel, photographe connu snowboard, qui est là, avaché dans son lit. On est dans un appartement parisien très beau, au dernier étage. C'est sombre, c'est ghetto un peu, on pourrait dire ça comme ça. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai atterri à Gap parce que mes parents étaient parachutistes et qu'il y a un gros centre de parachutisme à Tallard à côté de Gap. Et donc, moi j'avais 1 an et j'ai atterri là-bas. Et voilà, j'ai fait toute mon enfance à Gap. Donc après, le snowboard, c'est venu un peu grâce à une influence de ma mère via ma marraine, qui est une femme qui faisait du snowboard et qui fait encore du snowboard, qui s'appelle Nora Loiseau, à qui je dois beaucoup. Et bref, elle a mis un peu toute ma famille au snowboard, dont moi, et j'ai direct accroché. Elle connaissait bien Guillaume Chastagnol à l'époque. Et du coup, elle nous avait dit, montrer des vidéos de Guillaume, etc. Voilà, c'est la star. Et dans les Hautes-Alpes, ouais, Guillaume Chastagnol, c'était quelqu'un d'important. Donc voilà, on avait l'autographe signé au-dessus de la cheminée dans le salon de Guillaume Chastagnol, qu'on regardait tous les matins avec mon frère. Et voilà, donc c'est parti de là. Après, j'ai été au club de snowboard à Gap. Et là, ça m'a permis de rencontrer d'autres kids passionnés. Mais l'ambiance du club de snowboard de Gap, c'était vraiment une ambiance amicale, quoi. C'était dirigé par Gaëtan Demar et Laurent Jobert, qui était la personne qui avait le magasin Atmosphère à Gap. C'était vraiment de là grâce à ce shop, que vraiment beaucoup de riders sont sortis, comme à une époque Bruno Rivoire, Brynhild Vulin, Gabi Bessier, Jean-Jacques Roux. Et après, derrière, Ben Thomas Javid et moi. Voilà. Donc c'est un peu parti de ce club de Gap qui était sponsorisé par le magasin que tout a un peu évolué. Ouais, c'était un peu c'était un peu une famille hein, quand on en parle aux riders qui sont passés par là. Ouais, c'était vraiment la culture snowboard shop. Et c'était fou parce que voilà, ce directeur de shop qui était Laurent Jobert c'était un passionné de snowboard. Il était vraiment à fond. Il sponsorisait quand même certains riders jusqu'à 2-3 boards par an. Donc voilà, s'il a 5 riders, il boostait vraiment tous les riders, etc. Et ça a permis que plein de riders du coin se développent, quoi. Alors que c'est un peu, voilà, les Alpes du Sud, c'est quand même toujours un peu voilà, en dessous de Grenoble, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, tout se passe un peu au-dessus de Grenoble et on oublie vite les Alpes du Sud, alors que voilà, là, il y a vraiment un groupe de riders qui s'est formé et nous, c'était nos idoles. Et c'est de là que vraiment un peu tout est parti. Après, voilà, avec le club de Gap, ça a un petit peu évolué, mais on était toujours en retrait. C'était une ambiance amicale. On faisait pas de compétition, enfin pas de réelle compétition, mis à part les compétitions que le shop organisait. C'était vraiment des petits trucs entre potes, et on sortait pas trop de notre QG qui était les Alpes du Sud. Et voilà, on ridait. On faisait même du backcountry assez tôt. Voilà, le dimanche, on prenait nos pelles et on allait se faire des kickers en bord de piste. Et on ridait. Tout ça entre potes, quoi. Et c'est de là que ça vient, parce que t'es connu pour aimer sauter des jumps, mais aussi, surtout, les construire. Et sûrement, ouais, c'est venu assez tôt, ouais, avec des potes du club de Gap. On avait un petit crew avec lequel on faisait des vidéos, etc. Et dont un skieur Ben Camp qui a un de mes meilleurs amis et qui était bon en ski. Et voilà, lui, c'était le mec qui a été le premier sponsorisé un peu dans le coin. Et voilà, lui, il construisait à fond, et nous, on suivait, quoi. Là, on était un peu plus jeunes, on suivait, on construisait aussi. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai eu la passion pour construire des jumps assez tôt, et surtout faire des blocs, quoi. Faire des blocs, je crois que c'est vraiment ma passion. Parce que c'est quoi le process de construire un jump ? Alors là, construire un jump. Dans un premier temps, s'assurer qu'il y ait assez d'élan et une bonne réception.
Ensuite, tu tasses la neige et là tu places tes blocs. Tu places tes blocs en forme de U, voilà, pour monter en gros le kicker. Et ensuite tu remplis avec de la neige molle ou des blocs au milieu. Et ça te fait ensuite ta belle tranche de fromage. Tranche de fromage, faut l'imaginer sur le côté du coup. Et voilà. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de jump? Il y a la catapulte à Rèche-Beaufort. Ouais, alors il y a la catapulte à Rèche-Beaufort où là c'est vraiment le jump parfait. Honnêtement, j'en ai fait tellement que là c'est. Là, on parle de construction. Ouais, tu peux élaborer. Ok, parce que voilà, il y a des jumps qui moi resteront vraiment gravés ou qui avaient besoin de moins de construction. Là, je parle par exemple du gap que j'ai fait pour Transworld Origins en Autriche, où là, voilà, c'était simplement le plus gros gap de ma vie. Je savais que je pouvais pas faire de check speed, c'est-à-dire que l'élan était fait d'une manière que je pouvais pas freiner pour essayer l'élan. Du coup, voilà, il fallait y aller au feeling et juste y aller en estimant la bonne vitesse. Et ça, c'est vraiment un spot qui faisait au moins 15 mètres de haut, qui m'a vraiment marqué, où je savais que si j'étais trop court, je me cassais les deux genoux, c'était sûr. Si j'étais trop long, je me cassais les deux genoux, c'était sûr. Donc voilà, il fallait directement estimer la vitesse et c'était vraiment chaud. Et ça s'est bien passé. Voilà. Et ça, c'est une... Bah, on entend un peu. On entend les sons de la maison Quicksilver qui se réveille. Il est 11h du matin, hein, donc... non, et ça, c'est ce que tu disais avant, c'est-à-dire une grosse partie de la construction du jump, c'est la lecture du terrain, quoi. Ouais, non, ça c'est essentiel. Voilà, il faut d'abord bien faire attention à la prise d'élan, voir si la réception est assez raide et essayer d'estimer, voilà, avec telle prise d'élan, je vais pouvoir aller à telle distance, etc. Donc voilà, il faut pas prévoir trop gros pour le plat, etc., etc. Quelque chose de, voilà, on essaie de faire à chaque fois des jumps visuels. Maintenant, on sait ce qui va rendre ou pas en vidéo. Quels tricks on va pouvoir faire sur tel spot à peu près. Voilà. Et pour revenir sur sur le jump de la catapulte à Rèche, qui est quand même un truc iconique, quoi. Ouais. Déjà, qui est un spot qui date. Enfin, Francky Moissonnier me disait qu'il faisait ça il y a plus de 10 ans. Vous êtes revenu dessus, puis vous avez eu une session quand même assez extraordinaire. Ça, c'est un truc, c'est un des plus gros que t'aies construit. Disons que c'était c'était assez jeune parce qu'on était à l'époque avec Harakiri où on l'a construit plusieurs fois, plusieurs années d'affilée, et c'est vraiment un spot qui pour nous a lancé nos carrières, quoi. Que ce soit Delfino, Delerue, moi, c'est un jump qui a complètement boosté nos vies et nos carrières, quoi. Parce que voilà, on vit snowboard, on fait que ça, on est tous à fond, et donc voilà. C'est même au-delà de nos carrières, quoi. Ça a vraiment évolué à partir de ce moment-là. Et ouais, ce jump, il était fou, quoi. C'est l'élan parfait, le plat parfait, et ensuite réception parfaite. Et il y a eu des bons hivers, et on l'a eu plusieurs fois d'affilée au top. Et c'est ce qui m'a permis à moi, voilà, de plaquer des tricks que encore aujourd'hui, je serais même pas sûr de plaquer. Parce que il y a eu des sessions mythiques, quoi. Il y a eu des sessions mythiques où on se poussait tous les trois. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais voilà, il y a eu des sessions, surtout, je me souviens de 2 sessions avec Victor, où l'année où on a filmé pour Almo Film Drôle de Vie, où tout passait, quoi. On faisait des tricks et bam, 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 ça passait. Tricks qu'on n'a jamais imaginé faire. On se retrouvait sur ce kicker, et là, on se mettait la motive, et on remontait à pied. Et boum, tout ça passait, quoi. Tu vois, même aujourd'hui, plaquer un front double cork 1000 first try comme ça en backcountry, il y en a très peu qui l'ont fait, et boum, ça m'est arrivé sur ce spot. Tu vois, first try comme ça, un double cork, alors que c'était un peu quand même le début des double corks incroyables. Triple backflip, tu vois. Et aujourd'hui, sur un kicker, je sais pas si je serais chaud de me faire un triple backflip, mais là, tout passait. Victor, pareil, il avait fait des tricks de fou. Tom, Cap 10, 1080. Bref, on était ça a vraiment boosté nos carrières. Et voilà, ce kicker est vraiment parfait. Et
et c'était des bons moments quand on rentrait. Je pense qu'on réalisait même pas quand on raidait parce que les émotions étaient tellement intenses. Mais on rentrait sur le parking, la banane. On était là, mais tu captes ce qui vient de te passer. Je me souviens déjà de rentrer en ridant et de me dire, mais wow, mais tu captes ce qui vient de se passer? Ah non. Wow. Non, c'était vraiment des moments intenses entre potes. Et même sans penser aux conséquences aux vidéos, on était juste, mais à donf. On était à fond sur notre truc et c'était bon. Ouais, je me souviens que Thomas m'a parlé de cette session et qu'il me disait qu'il y a un trick qu'il a plaqué à un moment, puis il a dit bon, c'est bon. C'est tellement bon que j'arrête là, quoi. Ouais, c'est je pense que c'est ce Cab 1080. Donc Cab 1080 double cork. Où là, c'était un peu l'année où il y avait That's It That's All qui est sorti de Travis Rice. Et là, moi, j'ai un souvenir de Thomas où je crois qu'il faisait un angle GoPro de derrière. Là, je le vois partir sur le kicker en Cab 1080. J'ai fait waouh. C'est du niveau de Travis Rice ou voilà, un gros rider comme ça. Alors que nous, on n'était pas connus à l'époque. Et là, bam, je le vois partir en Cab 1000 à 8 mètres de haut. J'ai fait waouh. Ok. Francky dit qu'on peut sûrement aller jusqu'au sextuple backflip. Enfin bon, on peut aller très loin là-dedans. Il y a ce côté technique donc qui évolue énormément. Enfin, on le voit au JO, on le voit au X Games, on le voit sur les premiers big airs de la saison. Et puis il y a le côté style. Et là, ce que tu me racontes de ces sessions à Arèche, c'est un peu le mélange des deux. Comment tu vois ces deux axes-là du snowboard et comment tu vois leur état aujourd'hui surtout? On en est où? Ok. Alors déjà, ma génération, c'était vraiment une génération qui était vraiment plus inspirée par le style. C'est-à-dire que maintenant, pour faire même à l'époque où on faisait de la compétition, le style c'était déjà important et on était vraiment influencé par des riders qui faisaient des vidéos, etc. Où les vidéos c'était vraiment très important. MacDog, Transworld, Absinthe, c'était des productions qu'on regardait tous. On était vraiment à fond et ça a influencé vachement. Enfin, voilà, nous on était influencés surtout par le style. Maintenant, le niveau a fait que avant, les compétiteurs pouvaient faire vraiment que du style. Mais maintenant, voilà, les tricks ont évolué, mais à une vitesse grand V. Où là, maintenant, c'est la course au triple cork, au quadruple. Et voilà, il y aura toujours une place pour le style. Et je pense que voilà, c'est l'essence du snowboard et qu'il y aura toujours ça. Après, maintenant, ouais, c'est sûr que c'est la course au triple et compagnie. C'est l'évolution du sport, on peut pas, je pense, cracher dessus et je respecte vraiment l'engagement des mecs qui font des gros tricks sur de la glace. Là, j'étais à Saas-Fee récemment. Voilà, début de saison, il y avait pas de neige, c'était de la glace vive et les mecs, ils sont chauds patates. Voilà, ils sont là, voilà, ils savent que s'ils veulent espérer faire un petit résultat, s'accrocher dans les 10, voilà, il faut envoyer dès le début de saison sur de la glace. Voilà. Moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas ce que j'ai envie de faire, personnellement. Me briser sur de la glace parce que t'as fait une toute petite erreur. Non, c'est pas vraiment comme ça que je vois le snowboard. Mais je respecte en tout cas parce que l'engagement est énorme. Et ils envoient quoi les mecs? C'est quoi qu'on envoie aujourd'hui pour gagner? Alors, qu'est-ce qu'on envoie pour gagner aujourd'hui? Donc, backtrip 12. J'ai l'impression que c'est la norme. Après, ouais, il faut savoir front triple aussi. Ça, c'est Mark McMorris, là, il les a bien. Ouais, là, on est sur des triples aussi techniques avec des Japan, des choses comme ça. Où là, le mouvement, enfin, c'est incroyable, quoi. Et toi, tu les as ces tricks, ça t'intéresse ou pour du backcountry? Enfin, je sais pas, où est-ce que t'en es dans ta technique? Ok, moi, j'en suis, j'ai fait un triple dans ma vie. Ça me suffit, je vois pas, enfin. C'est un peu comme Jaws pour Matt Crepel ou? Non, parce que lui, il veut y retourner. Mais moi, ouais, voilà, j'ai fait un trip dans ma vie, ça me suffit, peut-être que j'en referai, mais pour l'instant, voilà, j'en ressens pas l'envie, le besoin. J'essaierai plus, voilà, de mettre, voilà, des tricks encore stylés. Parce que moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'a toujours inspiré. Et ce qui, pour moi, est le plus visuel, au final. Et donc voilà, j'espère voilà apporter des petits tricks techniques, c'est plus ça qui m'intéresse que des quadruples saucisses. Voilà. Mais j'en parlais hier j'en parlais dans le dernier épisode avec Matt.
Crépel, de ce côté style, c'est hyper dur à quantifier le style, et je pense que la meilleure façon d'en parler, c'est de donner les exemples de gens que tu trouves stylés, ou de choses que tu trouves stylées. Je sais pas, est-ce que des gens comme Kazoo, des Terry Hackensen, ou des vieux, des jeunes, qu'est-ce que c'est le style aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que c'est le style aujourd'hui? Des Arthur Longo, je sais pas. Ouais. Alors, il faut savoir que voilà, le snowboard, tout le monde sait faire du snowboard, mais chaque rider a un toucher de neige différent. Voilà, on a tous plus ou moins les mêmes planches, mais on les ride différemment. Et voilà, comme voilà un tableau d'un artiste, et ben il va t'inspirer plus qu'un autre. Et voilà, pour moi, les riders sont plus ou moins des peintures, et soit t'accroches plus avec le bleu, ou soit t'accroches plus avec le vert, mais en tout cas, voilà, il y a un style qui va t'attacher plus qu'un autre. Et un Arthur Longo, c'est la facilité, c'est le maître chat, il va toujours retomber sur ses pieds, c'est la classe. Un Ben Ferguson, il va faire des gros tweaks, il va être créatif en pipe, etc. Ça va être vraiment voilà, un style un peu inspiré de Terry Hackensen. Il va y avoir, par exemple, je sais pas, des gros gangsters type Devon Walsh à l'époque, voilà, qui faisait du backcountry sans bouger. Moi, je sais que ça m'a vachement inspiré. Marc-Franck Montoya, moi j'aimais bien Marc-Franck Montoya. Marc-Franck Montoya, c'était assez incroyable. Bref, moi j'étais vraiment un fan de vidéos au début quand je commençais le snowboard, j'étais fan de vidéos. Mais je connais encore toutes les musiques des parts de l'époque, quoi. Voilà, je me souviens, j'écoute une musique dans un bar, je connais pas l'artiste, mais je sais quel rider a ridé telle année sur quelle musique, quoi. Et et moi ça a toujours été ma référence, le style, et j'essaye de m'inspirer encore de plein de nouveaux riders. Là, il y a un petit Finlandais, René quelque chose. Ouais, compliqué aussi. Non compliqué, mais voilà, pareil. Nouvelle génération. Le mec qui sort de Finlande de nulle part. Bon, il a vite évolué parce qu'il était super fort. Mais voilà, il a un style particulier avec des tricks de fou. Et voilà, tout le monde accroche parce que justement, il a un style particulier. Et c'est cool, quoi. Ça veut dire qu'il y a une place pour le style encore en 2018, et que voilà, le snowboard ça restera stylé parce que voilà, les gens ils accrochent à fond sur ce nouveau Kids. Il sait faire des triple corks, mais ils accrochent à fond sur ses petits moves techniques, sur son style. Il y a plein de façons aussi de faire du snowboard. Ouais. Il y a Delfino qui est parti dans un délire complètement splitboard. T'as des mecs qui sont très très jib urbains et qui prennent des gros risques. Toi, t'es quand même plus parti dans un truc très backcountry. Ouais. Est-ce que le snowboard il se sépare aujourd'hui en plein de petites niches, ou est-ce que il y a des, tu vois, on voit des mecs comme Matt Crépel qui viennent du pur halfpipe ou en Delfino aussi, hein, et qui se sont mis à faire des trucs très différents. C'est très poreux comme milieu, ou tu penses que ça se sépare de plus en plus? Comment tu le vois ça? Alors voilà, à l'époque, disons que les gens les riders faisaient plus du backcountry, et ils en sont venus, ou du parc, et ils en sont venus au street. Enfin, ils ont commencé à rider des rambardes. C'était pas le premier truc qui est venu à l'idée des riders. Et voilà, les riders pouvaient faire un peu les deux. Il y en a encore quelques-uns des riders qui font les deux, mais le niveau est tellement extrême dans chaque discipline du snowboard que je pense qu'il y aura de moins en moins de riders qui pourront faire les deux, quoi. Et donc, tu veux dire les deux, jib et backcountry, pour être vraiment au niveau dans les deux, c'est tendu. Il y a que très peu de riders encore maintenant qui peuvent le faire. Je cite Pat Moore, celui qui le fait le mieux c'est sûrement Buddy Merrill. Chris Grenier, voilà, JP Walker à l'époque. Voilà, il y en a peu qui peuvent être bons dans les deux, je pense. Et toi, la vision de Victor Davier? La vision de Victor Davier, c'est que il y aura des riders de street, des riders de backcountry. Voilà. Et à un moment, nous on faisait du street. Et je me souviens, j'ai filmé à un moment 3 ans du street d'affilée en décembre pour chauffer en début de saison avec Victor et tout. Et au final, à la fin de la saison de backcountry a commencé. J'avais plein de tricks en backcountry et j'avais mes quelques shots de street. Et j'étais finalement ils m'intéressent pas. Ils ont pas grand intérêt. Voilà, je l'avais fait plus ou moins pour le fun, quoi. Ils avaient pas grand intérêt dans une vidéo part à moi. Et du coup, petit à petit, j'en ai fait un petit peu moins. Et
je sais pas, c'est pas vraiment ce qui me... Je suis vraiment inspiré par le street, mais je préfère m'inspirer du street en regardant une vidéo que j'adore regarder et rapporter des petits moves, des petits tricks dans le backcountry justement. Voilà. Et est-ce que tu t'es pris une grosse avalanche en Alaska, c'était quoi, en 2014 Ouais, je crois. 2014. Et tu t'es conscient des risques, t'en étais conscient avant j'imagine, mais t'en es d'autant plus conscient, donc t'as lancé ces Safety Shred Days à Arèche, tu refais ça cette année, tu peux m'en parler un peu? Yes. Alors, du coup, ouais, en 2014, ça a été un peu le déclenchement d'ailleurs des Safety Shred Days. J'étais donc première année où je filmais pour Absinthe, donc Absinthe, j'ai regardé Absinthe toute ma vie, les snow surf toute ma vie, et à chaque fois sur le bas de la page, je voyais Alaska, Haines, Alaska, Valdez, Alaska, machin. Et donc mon rêve c'était d'aller en Alaska. Et un jour on va à Whistler avec Absinthe, et mon rêve c'était aussi de filmer avec Absinthe. Et donc je me retrouve déjà à filmer avec Absinthe, c'était énorme. Et là on est à Whistler. Donc gros trip avec Romain Demarchi qui était mon idole, qui nous emmène faire de la motoneige, etc. Bref, on fait 1-2 journées, après les conditions pourries, donc on reste dans l'hôtel, 1 semaine, 10 jours, au bout de 10 jours, bon il se passe quoi? Bah, rien, bon ok. Et là il y a Vlad, donc le filmeur d'Absinthe qui vient, ça te dit d'aller en Alaska? Bah écoute, j'y avais jamais pensé, moi si j'allais en Alaska je pensais m'entraîner des mois et des mois avant, mais... ok, on le fait. Donc là, avec Mathieu, Victor, Romain, on se retrouve à partir à Haines, Alaska. Et première descente de toute ma vie, je me prends une énorme avalanche qui finit dans ma vidéo part avec le petit Victor, premier run en Alaska. Boum. Grosse avalanche, plus grosse avalanche de ma vie. Donc là, ça m'a bien brassé, mais ça, voilà, au bout d'une demi-heure, j'étais de retour dans l'hélico. Voilà, on était reparti. Victor, tu restes pas là-dessus, et après j'arrivais beaucoup plus vite du coup pour pas me faire pourchasser, et je faisais beaucoup plus attention. Et bref, depuis 2014, voilà, on a ridé plein de freeride, etc. Je suis retourné en Alaska, j'ai repris une avalanche, on a sorti Body Merrill d'une avalanche, au Kazakhstan pareil, on a eu un autre souci d'avalanche, il y a des amis qui sont décédés autour de moi, et bref, j'ai réfléchi et je me suis dit waouh, en Europe on n'est pas prêt. J'ai plein de potes à la maison qui ride de la poudreuse à fond, avec ou sans Arva. Voilà, j'ai conscience qu'on n'était pas prêt et qu'il fallait faire quelque chose. Parce que voilà, il y avait d'autres soucis qui allaient nous arriver. Ça va tomber sur l'un d'entre nous. On va pas s'arrêter de rider la poudreuse, mais ça va tomber sur l'un d'entre nous. Du coup, j'ai créé à l'arrache l'année dernière. J'ai été voir Arèche Beaufort, je leur ai dit je veux créer un événement, est-ce que vous me suivez? Oui, non. Direct ils m'ont dit oui, je suis tombé sur vraiment la première station, la station que j'aime bien. Ils m'ont dit oui, et donc le but c'est de créer un événement, un rassemblement snowboard de début de saison pour se former à la cool tout en suivant une formation professionnelle. Voilà, à Arèche Beaufort, rendez-vous de début de saison, on se forme dans une bonne ambiance et on ride et basta. Et voilà, ça nous permet d'acquérir les bases, les bons réflexes en début de saison pour rider de la poudreuse, je dirais plus conscieusement. Voilà. Ah, j'en parlais hier, avec Matt Crépel dans le dernier épisode, mais c'était en rapport aussi avec le surf. Je sais pas, tu fais du surf d'ailleurs? Ouais, toute la bande de snowboarders, on est passionné de surf. D'accord. Ouais. On n'est pas aussi fort que Matt, mais on est passionné. T'irais bien sur Jaws? Non. C'est même pas... Non, c'est pas possible. Non, déjà c'était osé pour Matt, qui a toujours vécu près de l'océan, et c'était un pari de fou qu'il a relevé. Mais pour des petits gars de la montagne comme nous, il faudrait qu'on fasse un peu moins de snowboard et beaucoup plus de surf. Et du coup, ouais, on parlait de cet aspect sécurité qui compte vachement aussi, qu'on voit bien dans chacun dans le surf, mais on connaît bien dans la montagne. C'est quoi ta vision là-dessus, au-delà des Safety Shred Days, mais ta vision de quand on est en montagne, mine de rien, surtout quand on fait ce que tu fais toi, on engage un peu la viande et on risque notre vie, quoi. Ok, alors avant déjà je vais reprendre sur un petit truc sur les Safety Shred Days. C'est pourquoi aussi j'ai créé ça, parce qu'il y a plein de formations d'avalanche qui existent, mais il n'y en a pas adapté aux snowboarders, pas aux riders, aux snowboarders.
Si tu te renseignes, tu dis cette année je vais me former, tu vas te retrouver avec des mecs qui font du ski de rando, à payer une formation assez chère. Non, on le fera pas. Dans notre entourage de riders, c'est pas quelque chose qu'on fait. Du coup, le but c'est d'apporter une formation adaptée aux riders. Par le prix, parce qu'on est des jeunes et qu'on n'a pas forcément énormément d'argent. Et par l'esprit. L'esprit, c'est un truc plus décontracté, pas un truc guide qui vont te formater en mode gna gna gna. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai oublié de préciser. Et c'est un peu pourquoi j'ai fait l'événement. C'est parce que selon moi, les formations n'étaient pas adaptées et qu'il fallait qu'on apprenne plus. Ne serait-ce que par le fait que nous, quand on est en snow, on a les pieds attachés, on est beaucoup plus mobile quand on a enlevé le snow, on se fait aussi emporter plus facilement au fond avec les bornes. Enfin, c'est vrai qu'il y a une vraie spécificité du snowboard dans les avalanches, quoi. Ouais, ça aussi, mais ouais, c'était surtout là, c'est plus technique, mais sur le principe, voilà, selon moi, il n'y avait pas de formation vraiment adaptée, et on peut apprendre en s'amusant, je pense. Voilà. Et le but, c'est du coup. Voilà, on apprend tous, rider, pro-rider, médias, personnes de l'industrie, tous ensemble. On fait un bon point de début de saison, on discute tous ensemble de ce qui est avalanche, sécurité, technique. Voilà, on sait que ça peut arriver et on est alerte à ça et bam. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. J'ai arrêté la compétition il y a quelques temps parce que selon moi ça correspond pas à l'image que j'avais du snowboard. Voilà, on faisait de la compétition entre potes et c'était à celui qui allait battre son pote, ça me correspondait pas. Moi maintenant ma vision du snowboard c'est plus tu vas en montagne, c'est de produire les meilleures images mais surtout voilà tu te pousses personnellement. C'est-à-dire que tu vas repousser tes limites. Chaque jour, tu vas en montagne et tu vas un peu plus loin dans un nouveau tricks, dans une nouvelle ligne, etc. Et tu surpasses tes peurs. Voilà. Et c'est un peu de là que vient aussi une certaine satisfaction. Je dirais que moi, j'acquiers le plaisir par deux choses. Le plaisir simple ou voilà, un plaisir simple dans la vie, comme rider de la poudre entre potes. Et deuxième chose qui est beaucoup plus intense, c'est voilà, t'as un objectif, tu sais que ça te fait peur, tu vas donner beaucoup d'efforts pour ça, et là, boum, t'y arrives, et là c'est bonheur intense. Mais ce bonheur intense, il va aussi arriver parce que tu vas échouer. Donc voilà, il y a des fois où je suis remonté faire un double cork 15 fois, et je me suis mis 15 fois des ratasses de 10 mètres de haut à me briser, vraiment à me briser. Et c'était la vie ou la mort, quoi. Soit je meurs pour ce tricks, soit je l'ai, quoi. Et au final, boum, ça passe des fois, et là, c'est le bonheur de fou, quoi. T'es au bout de ta vie physiquement, et voilà, tu l'as, et c'est beau, et ça restera gravé. T'as toujours voulu avoir ce trick, et bam, il est passé, il est dans la boîte. Mais j'insiste sur cette notion de risque. Comment tu la conçois, toi? Comment tu l'as dans un coin de ta tête? Tu penses pas du tout? Alors non, voilà, c'est une question qui revient souvent. C'est est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as peur? Tous les jours t'as peur en montagne. Voilà. Mais c'est le challenge de se dépasser. Pour le risque, oui, on a bien sûr conscience qu'il y a un risque, et si on est encore vivant aujourd'hui, c'est parce que on avait conscience qu'il y avait ce risque, et on est vraiment des mecs prudents. Voilà, un Delfino, il a beau aller à l'autre bout du monde, faire des lignes de freeride de fou. Voilà, c'est quelqu'un de prudent, il a conscience des risques, et justement, il a une grosse marge en mode aujourd'hui, j'ai les connaissances qui me disent que non, ça craint. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Et toi, je sais que Thomas là au Pakistan, il a refusé il a fait un refus, là, il est pas monté sur une ligne qu'il sentait pas. Toi, ça t'est déjà arrivé sur un jump de dire non, ce jump je le fais pas moi? Ouais, bien sûr. Souvent avec la pression médiatique, sponsor. C'est difficile, mais moi ça m'est déjà arrivé de dire non, c'est sûr. Ouais. Des fois c'est chaud, voilà, t'arrives sur un spot, tu le sens pas trop, les conditions, c'est pas bon, il y a pas beaucoup de neige, la neige est un peu dure. Ouais, il y a des fois où il faut dire non parce que voilà, tu risques ta vie, quoi. Et même si les autres y vont et que tu du coup tu passes pour un peu le petit le trouillard.
Ça m'est pas arrivé souvent, pour être honnête, mais j'ai dû refuser, ouais, des fois. Ouais, c'est sûr. Surtout en parc, souvent, des fois, c'est cagneux. Voilà, tu le sens pas. Voilà, il faut y aller au feeling aussi avec ton corps, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je me suis peu blessé dans ma vie. Et voilà, j'essaie de... Voilà, il y a un jour, t'es bien mentalement, physiquement. Le spot s'y prête, là, t'envoies, quoi. Et s'il manque certains éléments, je pousse pas, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, j'y vais au feeling. Et j'attends à chaque fois d'être bien, que voilà, j'ai préparé mon kicker, je sais qu'il est comme ça, comme si, que ça fait telle dimension. Ok, j'ai tout calculé. Là, ça va marcher. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Voilà. Et pour te motiver, tu bois un peu d'énergie drink alors, du coup. Alors, energy drink, gros sujet. Non, je suis pas trop energy drink. C'est pas ma passion du tout. Et t'as un vrai avis dessus, et que t'aimes bien donner, donc c'est pour ça que je t'ai tendu ce micro à ce moment-là. Et t'en es où d'ailleurs avec We Drink Water? Ça continue toujours? Alors, Drinkwater, ça continue toujours. Le mouvement s'essouffle un peu en ce moment, mais la philosophie reste là. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on va y aller directement. Il y a plein de riders dans ce milieu qui représentent les energy drinks. Ok, les energy drinks, voilà, c'est des marques, Coca, compagnie, qui apportent énormément d'argent dans le milieu et qui ont fait des très bonnes choses. Mais moi, voilà, qui mettent de l'argent dans le milieu, qui fassent évoluer, très bien. Mais que des riders représentent des marques d'énergie drink qui ne boivent pas et qui sont du poison, qui ont raison de pas boire, hein, qui voilà, c'est du poison. Ils ne veulent pas les boire, mais par contre, ils représentent la marque pour que les jeunes qui les suivent boivent du poison. Ça, pour moi, je trouve ça choquant. Et au niveau éthique, bah voilà, c'est juste prendre l'échec, hein, clairement, égoïstement, parce que voilà, hein, tu représentes une marque, voilà, d'un produit qui est pourri, et tu le fais boire aux gens qui te suivent et à ton entourage. Moi, voilà, éthiquement, ça me plaît pas. Donc ouais, ça m'est arrivé de refuser des bons contrats. Peut-être que je pourrais rouler en Tesla actuellement, mais non, voilà, j'ai refusé des contrats par rapport à ça, et je suis content maintenant. Voilà. Et tu roules pas en Tesla, mais tu vis bien du snowboard. Qui vit du snowboard en 2018-2019 là? Je pense que on n'est plus beaucoup, et que c'est voilà, nos aînés ont bien vécu du snowboard. Maintenant, voilà, on est plus qu'une petite poignée. C'est facile à citer, hein. Xavier Delerue, Matt Crépel, Arthur, Victor, Delfino, moi, les compétitrices, Sophie, Mirabelle, Clémence, et après Seb, la nouvelle génération, mais on n'est plus beaucoup, on est une petite poignée, quoi. Voilà. Et tous les stickers que t'as sur ta board, tu les représentes et t'as pas honte de les représenter. Tu mettrais pas un Red Bull, quoi. Non, je me mettrai pas un Red Bull, c'est sûr. Et voilà, j'essaie de faire attention aux marques que je représente. Voilà. Ils vendent pas du poison. Salomon vend pas du poison. Salomon, selon moi, ne vend pas du poison, non. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. Donc l'année dernière, durant les Safety Shred Days, j'étais à fond sur l'organisation, etc. Et un jour, il y a Victor qui m'appelle. Au fait, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, bien, et toi? T'es au courant? Ils nous ont envoyé le caméraman, les Américains, mais la vidéo est annulée. Et donc là, ils étaient censés faire une énorme vidéo Transworld Snowboarder, tout était dealé avec nos sponsors pour qu'on puisse filmer avec eux. Et là, d'un coup, ils ont annulé la vidéo. Donc on est début janvier, ils nous ont envoyé le caméraman, mais pas de vidéo. Donc il a fallu trouver des plans B. Et voilà, on a trouvé plein de plans B géniaux qui au final étaient qui ont fait que c'était une super saison. Il y avait plein de neige, on a moins voyagé que d'habitude, mais c'était incroyable. Et donc voilà, j'ai filmé pour le film de Victor. Après on a fait une expédition en Corse avec Delfino et Seb Conning-Heimberg en voilier avec Tanon complètement barré. Ça va sortir en décembre. Et après j'ai filmé pour le film de Matt, puis d'autres trucs pour Salomon, 686. Donc voilà, c'était une saison bien complète. Voilà, je suis allé un peu avec le flow. Ok, on s'est fait planter,
on va quand même rider à fond et c'était cool. Voilà. Et du coup, cette année, tu repars avec Transworld, évidemment. Et ben non, justement. Justement, de cette expérience, c'est sûr qu'il y aura sûrement, voilà, je serai poussé par Transworld sur certains projets. Mais plus de vidéos Transworld, en tout cas officielles. Et d'ailleurs, je crois pas que ce soit dans les plans. Dans leurs plans, voilà, je sais que Aldor va faire des projets, Beyond Medals vont continuer, ça sera toujours supporté par Transworld, mais ce sera différent. Et donc voilà, moi le but, voilà, j'ai conscience que l'impact des vidéos de snowboard a changé depuis que je les regarde. Et j'ai envie d'apporter un peu quelque chose de nouveau. Donc et j'ai bien aimé toute cette aventure en Corse. Donc le but c'est que je produise plein de contenu et que je centralise ça un peu sur une page YouTube. Et donc voilà, j'aimerais faire plusieurs épisodes de manière avec une approche éco. Donc voilà, faire des trips un peu différents. Voilà, j'ai eu la chance de faire de l'hélicoptère, de la motoneige à travers la planète. C'était des expériences incroyables. Et je pense que voilà, même si je ferai moins de run, j'espère aller dans les mêmes endroits, mais en ayant une approche plus éco. Et voilà, donc je vais ramener un petit concept un peu différent prochainement. Donc on va checker. T'as déjà la page YouTube ou... Ça sera sur ma page YouTube, Victor David. Et du coup, t'as un split. J'aime bien. je suis un ouf de split. J'adore poser cette question. Et j'ai l'impression que tout le monde maintenant dit oui et tout le monde est à fond de split, quoi. Ouais. Moi, je suis à fond de split. T'as la première ou... Non, moi j'ai la 2 parties. Voilà. La Speedway, là. Non, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la Six Stick 2 parties, quoi. Ah, la Six Stick, ok. Ouais. Et donc, ouais, moi je suis plus sur celle-là. Mais ouais, je suis à fond de split. Tout le crew, hein, Victor, Delphino, moi, voilà. Je pense que dans le snowboard, c'est une révolution, tout simplement, quoi. Voilà, certaines personnes, voilà, qui avaient fait assez de temps en station, revenaient au ski de rando. Non, là, c'est split à fond. Voilà, tu vas dans la nature avec ton split. Surtout pour un rider backcountry comme toi, quoi. Ouais. Après, on fait aussi beaucoup de raquettes. Pour que voilà, il y a des fois j'aimerais rider ma planche de freestyle en backcountry. C'est marrant, c'est une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps et qu'on me posait beaucoup plus avant, mais que je trouve maintenant la réponse est beaucoup plus. Je veux dire, on peut rider en split. Maintenant les planches de split, enfin je sais pas, je vais pas parler de ton sponsor, mais de Jones, ils ont des boards avec le magnet traction à l'intérieur qui sont vraiment, je veux dire, solides de chez solide, quoi. Tu sens vraiment pas que t'as un split. Et je voulais savoir, c'est une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a une limite où on sent le split? Et je pense que c'est des mecs comme toi qui peuvent le sentir, ça. Toi, tu sens la différence, ouais, avec une board solide? Ouais. Alors moi, je sens la différence surtout au niveau des fixations. Les planches, ok, ça va être un peu plus souple, mais en général, franchement, voilà, du coup, je ride des Salomon, elles sont top. Mais moi, ce qui me choque, c'est surtout par rapport aux fixations, où Salomon fait des fixations avec le Shadow Fit. Donc ça reçoit un peu de souple, qui au final t'apporte vachement de confort et englobe vraiment ta boot de manière confortable. Et je retrouve pas le même confort avec des fixes de split, même si j'ai des fixes voilà, ultra haut de gamme en speedboard. T'as quoi, t'as les Sparks ou... J'ai des Sparks. J'ai eu Karakoram, mais maintenant j'ai des Sparks. Ouais. Et voilà, j'ai quasiment les meilleurs fixes qui se font en speedboard, mais j'ai pas encore le même feeling avec ces fixations. Et si t'avais des fixes Spark Shadow Fit, enfin, ou des Salomon Shadow Fit qui s'adaptent en splitboard, ce serait équivalent. C'est pas la board qui te limite, c'est vraiment les... Ouais, moi c'est plus au niveau du confort avec les fixes qui me limite, ouais. La board, c'est sûr qu'il y a quelques différences, mais je ferai avec. Voilà. Tu ferais des doubles corks Je pense, hein. Honnêtement, ouais, je vois pas pourquoi ça changerait. Et t'as les nouvelles boosts de Salomon, là, les E-Trek ou les S-Lab, là? Alors, ouais. C'est donc les Hi-Fi Lo-Fi. Avec C'est celles qui sont développées. Non, pardon. Tu parles des boots de split. De split. Ça, j'ai pas encore essayé. D'accord. Pour être honnête. Et ben on va se quitter là-dessus sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup Victor. Merci à toi, à bientôt dans la saison. On check ton YouTube alors. Exactement, YouTube, Instagram. Voilà, on va voyager, on va faire du snowboard et faire de la grosse poudre surtout. Ciao. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. In this world there's room for everyone and the good earth is rich.